حياكم الله أعزائي الطلبة، صحة فطوركم وتقبل الله صيامكم. سنقوم في هذا التسجيل بشرح كيفية حل بقية تمارين سلسلة الديفيزيون دون لو سوليد، الانتشار في الجوامد، وكذا سنقوم بشرح كيفية حل تمرين من سلسلة propriété mécanique les essais mécaniques l'essai de traction اختبار الشد أو تنسل تيست. إذن سنقوم بحل التمرين الثاني والثالث من سلسلة الانتشار. لا داعي للعودة إلى التمرين الأول الذي قمنا به حضوريا. Donc, on va entamer directement l'exo 2 et l'exo 3. Donc, c'est pas la peine de revenir à l'exo 1 qu'on a déjà fait présentiel. Alors, l'exo 2 consiste d'un alliage de cuivre aluminium. C'est un alliage important à durcissement précipité, dans lequel cet alliage est traité en solution dans le domaine de la phase alpha. Alors, on demande quoi? On demande de déterminer le temps à 500 degrés Celsius, ce qui est équivalent à 10 heures de traitement thermique à 500 degrés Celsius. Donc, on donne, supposons que D à 500 degrés Celsius est égal à 4,1 fois 10 puissance moins 14 mètres carrés par seconde, et D à 500 degrés Celsius au coefficient de diffusion qui est égal à 4,7 fois 10 puissance moins 3 mètres carrés par seconde. Et puis on demande de comparer entre les coefficients de diffusion en réalité, donc de l'aluminium dans le cuivre et aussi le cuivre dans le cuivre à 500 degrés Celsius avec les données, le coefficient de diffusion indépendant, le temps des zéros, et aussi on donne l'énergie d'activation. Alors c'est un exercice simple, c'est juste une application numérique. Donc on sait que D fois T est égal constante. Donc D fois T est égal constante. Ça veut dire que D 500 fois T 500 est égal D 600 fois T 600. Donc on trouve que T est égal, T 600 est égal D 500 sur D 600 fois T 500. Alors est égal combien? Est égal à 4,1 sur 4,7. Alors 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 13 qui est égal à 0,1 fois 10 fois 10. Donc on élimine, donc on met directement 4,1 sur 4,7 et on trouve qu'il est égal 0,872. Et multiplier 60, donc on trouve qu'il est égal environ 52 minutes et quelques secondes, 20 secondes je pense. Alors c'est ça le temps nécessaire pour traitement à 600 degrés Celsius. Le temps est égal 52 minutes. La deuxième question, alors on compare entre le coefficient de diffusion de l'aluminium dans le cuivre et le cuivre dans le cuivre. Alors, on applique directement l'équation d'Arrhenius qui consiste de D égale D0 exponentielle moins Q sur R fois T. Alors, faites attention, donc on prend T en Kelvin, donc on transfère en Kelvin. Donc, il est égal à 773 Kelvin. Et l'énergie d'activation en joules. Donc, nous avons en kilojoules, donc fois 10 puissance 3. On fait l'application numérique directe et on trouve D égale D0 exponentielle moins Q sur RT. Donc, on trouve normalement le coefficient de diffusion de l'aluminium dans le cuivre qui est égal à 2,72 fois 10 puissance moins 16 mètres carrés par seconde. Et la même chose pour le cuivre dans le cuivre. Donc on fait l'application numérique et on trouve des cuivres dans le cuivre qui est égal 5 fois 0,05 fois 10 puissance moins 19 mètres carrés. Alors on compare que D
le coefficient de diffusion de l'aluminium dans le cuivre est plus supérieur, très supérieur aux diffusions de cuivre dans le cuivre. Donc, il consiste que nous avons des atomes d'aluminium, puisque les atomes d'aluminium sont plus petits que celui de cuivre. Donc, c'est ça pour le deuxième exercice. C'est un exercice simple, c'est juste une application numérique. Alors, pour le troisième exercice, donc, la diffusion de semi-conducteurs tels que le silicium est l'un des procédés industriels qui dépend des transistors pour amplifier les signaux électriques. Alors, on considère une épaisseur qui est égale à 1 mm de silicium et qui contient 400, n'est pas 4000. Vous corrigez, hein? Donc, dans la série que je vous l'ai donnée, vous corrigez. N'est pas 4000, c'est 400 atomes. Et ici, c'est exponentiel. 13, donc exponentiel, la même chose. Il n'existe rien ici, fois. Donc, vous corrigez les données. Alors, 400 n'est pas 4000 atomes de phosphore diffusent. Alors, qui contient 400 qui diffusent dans 10 puissance 7, dans 10 millions d'atomes de silicium. Donc, au niveau de la surface, sur la surface. D'accord? Donc, c'est ça l'exercice. Alors, on demande de calculer le gradient de concentration par deux méthodes. Par pourcentage atomique en mètres et aussi par nombre des atomes en unité de volume par mètre. Donc, la première question est facile. Donc, on va expliquer la deuxième question. Donc, on donne aussi que A de silicium, la longueur de la maille, qui est égale à 5,4307 angstroms. Alors, comment calculer le gradient de concentration? Donc, par pourcentage atomique en mètres. Donc, c'est clair. On sait que le gradient de concentration est égal à delta C sur delta X. Donc, le gradient de concentration inaxiale ou bien unidirectionnel. Ça veut dire qu'une seule direction. On considère que la diffusion se fait seulement d'une seule direction et donnée par la déclaration suivante. Alors, ici, nous avons le taux qui est égal à delta C sur delta X ou bien E, c'est l'épaisseur. Donc, on considère, alors pour calculer le gradient de concentration de phosphore dans le comprimé de silicium, à la surface du comprimé, la concentration en phosphore c'est de CS au niveau de la surface. Et celle du phosphore à l'extrémité, donc de l'épaisseur 1 mm. Faites attention, 1 mm ici en mètres, donc fois 10 puissance moins 3, et supposé nul à l'extrémité, donc 10 puissance moins 3 moins 0. Alors, on calcule d'abord la concentration atomique de phosphore dans le silicium à la surface. Donc, nous avons CS au niveau de la surface qui est égal à 400 atomes sur 400 plus 10 puissance 7, puisqu'il existe 10 millions d'atomes. Donc, fois 100% pour trouver concentration, donc sur fois 100. Donc, on trouve qui est égal à 0,004%. Donc, taux est égal à 0, donc c'est ça la concentration sur l'épaisseur qui est égale à 10 puissance moins 3 mm. Et on trouve fois 10 puissance 3, donc on trouve qui est égal le taux égal 0,04 atomes de phosphore par mètre. Donc, c'est ça. Alors, pour la deuxième question, ou bien partie B, donc pardon, il existe ici. Donc, pour la question B, donc maintenant, on calcule la concentration par unité de volume du phosphore à la surface du comprimé en silicium.
Alors, on sait que le silicium, voyez bien, alors écoutez, le silicium cristallise dans une structure de type diamant. Donc, il y a donc 8 atomes de silicium par maille. Donc, on sait, normalement, on signale que le silicium se cristallise dans une structure de type diamant. Donc, il y a 8 atomes de silicium par maille. Donc, il y a 400 atomes de phosphore pour 10 puissance 7, pour 10 millions d'atomes de silicium. Alors, les atomes, les 400 atomes de phosphore occuperont, donc, occupent dans un volume qui est égal à 10 puissance 7 fois A occupe sur 8. Donc, on va calculer cette valeur. Donc, on trouve 2,002 fois 10 puissance moins 2 mètres cubes. J'espère que c'est clair ici. Donc, étant donné que l'atome de silicium est un cristal de diamant et qui contient 8 atomes de la taille. Donc, A cube a un volume de... Donc, la différence de concentration dans une unité de volume est égale CS. Donc, ici, CS est égal à 400 sur 2,002 fois 10 puissance au moins 2 et on trouve qu'elle est égale à 1,998 fois 10 puissance 24. Donc ici, bien sûr, atomes par mètre cube. Mais on trouve pour le volume, donc cette valeur CS concentration sur le distance, donc sur 10 puissance moins 3. Donc, et on trouve qu'il est égal à 1,998 fois 10 puissance 27 atomes par mètre cube. Donc, j'explique, c'est ça. هذا هو التمرين كيف قمنا به. يعني يعطى لنا السؤال الأول كيف نحسب التدرج في التركيز. donc لدينا العبارة الغراديان دو كونسنتراسيون qui est égal دلتا S اللي تساوي دلتا C على دلتا X. دلتا X هنا تساوي الواحد، يعني 10 قوة ناقص 3 ناقص 0. فبالتالي هذا سؤال بسيط، السؤال الأول أو الشطر الأول. بالنسبة للشطر الثاني باء، نعتبر هنا بلورة سيليسيوم. دونك يقال أن بلورة سيليسيوم هي بلورة ماسية، البنية نتاعها كيف تكون؟ دونك هي بلورة دو ديامون دو الماس، فتحتوي على 8 ذرات في حجم A مكعب، فيكون لدينا حجم الذرة هو A مكعب على 8. هذا هو حجم الذرة، ولدينا فرق التركيز في الحجم مساوي لدلتا X. ومن هنا نستنتج تدرج التركيز بالنسبة الذرية في المتر إن صح التعبير، ونستنتج تدرج التركيز بعدد الذرات في وحدة الحجم unité de volume، donc بالمتر أس 4. donc atome fois mètre puissance moins 4. donc c'est ça l'exo 3 et vous me donnez l'exo 4 comme un devoir à la maison, donc vous le faites. Donc je fais directement, je passe maintenant directement à la série suivante. Donc je mets l'essai de traction, les propriétés mécaniques, notamment les essais mécaniques de l'essai de traction. L'exemple que je l'ai déjà donné en présentiel. Alors, où est l'exercice? Excusez-moi une minute, je vais chercher l'exercice. Alors, on réalise un essai de traction. Donc, voilà l'exercice. Un essai de traction a été réalisé sur une épruvette cylindrique. Donc, cylindrique, pardon, d'un acier inoxydable 376. Donc, le plan de cette épruvette est donné ci-dessus et la courbe brute de traction F, la force en fonction de delta L, l'allongement, la différence de l'allongement, est donnée donc au-dessus. Donc, L0, la longueur ici, L0 est égale à 150 mm de longueur initiale.
et le diamètre D est égal à 15 mm. Donc, on demande de calculer le coefficient, le module d'élasticité, le module de Young en gigapascal, vous voyez bien, en gigapascal de matériaux, et puis sa limite proportionnelle d'élasticité, RE élastique en mégapascal, et sa limite conventionnelle d'élasticité, le RE02 en mégapascal bien sûr aussi, et la résistance en traction, la résistance maximale Rm, et puis on demande la déformation totale epsilon t, donc juste avant la rupture, et puis l'allongement final A après la rupture. On demande par la suite l'énergie d'élasticité libérée par unité de volume de matériau à l'instant de sa rupture. Et puis, lorsque était soumis à une force qui était égale 40 kN, donc son diamètre était alors égal 14,995 mm de diamètre. Et on demande de déterminer ou bien calculer le coefficient de Poisson de cet acier inoxydable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment calculer d'abord le coefficient de diffusion? Alors, on sait que plutôt le module de Young ou bien le module d'élasticité. Alors, on sait que le module d'élasticité, E, selon la loi de Hooke, sigma est égal à E fois epsilon. Alors, E, le module de Young, représente la tangente dans le domaine d'élasticité. Ici, le domaine d'élasticité, c'est un domaine réversible. Rappelez-vous ce que nous avons déjà vu dans le cours. Alors, on va calculer la pente. Donc, la pente ici, à ce point-là, par exemple, la pente de cette courbe. Donc, E est égal combien? E égale sigma sur epsilon. Et sigma égale combien? Égale F sur S. La contrainte est égale à une force sur une section. Donc, nous avons une force ici qui est égale à 42, par exemple ici, à ce point-là, 42 kN sur ici, le point ici est égal, par exemple, 0,19. Donc, on choisit deux points, quel que soit le point ici, moins 0,0. Donc, on mesure la pente. Ici, c'est de 40 ou bien le 42. Donc, on trouve la tangente ici comme celui-ci et celui-ci. Donc, nous avons F sur S. On a dit 40 fois 10 puissance 3. 10 puissance 3 kg, parce que kilo newton. Et la section qui est égale, puisque cylindrique, S est égal P fois D au carré sur 4. Alors, si on met les calculs, P fois D au carré sur 4, on trouve que S est égal à 176,625 mm². Donc, mm², voilà. Et on fait le calcul de epsilon qui est égal delta L sur L0, 0,19 sur 150, donc toujours en millimètres. Donc, rappelez-vous, le Newton sur millimètre qui est égal au mégapascal. Alors, on trouve, ici, on trouve normalement 196 670 mégapascal fois 10 puissance 3. Alors, on trouve en gigapascal qui est égal à 196,67 gigapascal. C'est ça le module de Young que normalement on le trouve ici. Donc, on a mesuré le S, la section qui est égale à cette valeur, et aussi le delta L sur L0, l'epsilon. Donc, on trouve 196 ou bien 195 gigapascal. Donc, environ de cette valeur. Alors, la deuxième question, c'est de calculer la contrainte ou bien limite proportionnelle d'élasticité RE. Alors, contrainte, c'est déviation de la loi de Hooke. Donc, écart de la droite
donc élastique, donc qui correspond cette contrainte à une force Fe qui est égale ici 44, ici ce point-là, qui est égal 44 kN. Donc une contrainte qui est égale sigma ou bien RE est égale FE sur S, toujours S0. Donc, il est égal aussi 4 fois FE sur PD au carré, ou bien nous avons déjà calculé la section. Donc, on trouve que RE est égal 249,11 mégapascal. Alors, on passe maintenant à la limite conventionnelle d'élasticité, le RE02. Alors, contrainte est définie par l'intersection de la courbe de traction à une droite parallèle à la droite élastique, en passant par le point 0,2%. Donc, ici, le FE02, ça veut dire la déformation epsilon qui est égale 0,2% est égale aussi delta L sur L0. Alors, donc, delta L est égal 0,2%, 0,2 sur 100 fois L0 qui est égal à 150. Alors, on trouve que epsilon est égal 0,2%, delta L sur L0, on trouve que delta L est égal 0,3 mm. 0,3 mm ici, ce point-là. Donc, on met le parallèle à cette ligne droite, la pente. Donc, 0,3, on proche ici. Et on trouve qu'il est égal à 51 kN. Ça, c'est la force de 0,2 égale 51 kN. Et on applique directement R égale sigma, plutôt F sur S, et on trouve RE02 est égal 288,6 mégapascal. Voilà le RE02. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est parallèle, la pente, on trouve ici à ce point-là, égale 51 kN. Alors, on passe maintenant à la résistance maximale. À la résistance maximale de cet acier, donc contrainte nominale maximale à atteindre au cours de l'acier de traction. Donc ici, dans la courbe globale, donc ici, donc voici le point maximum. Ici, c'est le maximum. Ce point-là qui est égal à 88 kN. Donc 88 kN, c'est la même chose. On applique R est égal 4F sur PD au carré ou bien F max sur S. S0, c'est la même section, ça ne change pas. Donc on trouve Rm est égal 88 kN. Donc, résistance maximale est égale 498,23 mégapascal, à peu près 500 mégapascal. Alors, pour la déformation totale maintenant. La déformation totale jusqu'à la rupture, ou bien avant la rupture. Donc la déformation totale, rappelez-vous, c'est quoi? C'est la déformation élastique plus plastique. La déformation élastique plus plastique atteinte jusqu'à avant la rupture. Donc l'axe des abscisses, le dernier point de la courbe de traction. Donc epsilon t égale combien? Alors ici, c'est le point de rupture, avant la rupture. Alors, ce point-là, donc ici, est égal delta L, qui est égal à 57 mm.
Donc epsilon est égal à delta L sur L0, qui est égal à 57 sur 150. Alors on trouve ici epsilon normalement est égal à 38%. Donc epsilon est égal à 38%. C'est combien? C'est de 57 divisé par 150. Est égal à 38%. Et pour l'allongement final, le A après rupture, donc c'est de formation plastique permanente A après la rupture. Donc nous avons A est égal à epsilon T moins epsilon élastique. Donc epsilon total moins l'epsilon élastique. Alors, où epsilon élastique est le retour élastique après rupture. Donc on mesure le RF, la contrainte finale à la rupture. Donc nous avons epsilon élastique égale RF sur E, sur le module de Young. Donc 40 ici. Alors rappelez-vous, ici c'est le domaine élastique et le domaine plastique. L'epsilon total égale epsilon élastique plus epsilon plastique. Donc ici, correspondant domaine élastique, 42 kN. Donc on trouve à peu près epsilon élastique R sur E, on trouve qu'il est égal environ 0,23. Donc A est égal la différence 38 moins 0,3. Donc on trouve environ 37,7. Donc c'est ça pour l'allongement final. Alors on passe maintenant à l'énergie élastique libérée. La question suivante. Alors la question suivante, c'est quoi? C'est de déterminer ou bien calculer l'énergie élastique libérée par unité de volume de matériau à l'instant de sa rupture. Donc voilà, lorsque le brevet F égale 40 kN et le diamètre, donc ici. Alors, voyez bien, comment calculer l'énergie? Donc ici, on a dit que l'énergie, c'est la surface. Donc la pente, on peut le calculer, donc l'énergie à la rupture par unité de volume de matériau, donc en joule par mètre cube ou bien millijoules par mètre cube. Donc à l'instant de sa rupture, on a dit aussi que dans le cours epsilon élastique est égal à 1/2 sigma fois epsilon. Donc égal aussi sigma au carré sur 2 modules de Young. Donc voilà, sigma F est la contrainte finale. Sigma F, c'est ce point-là. Donc la contrainte finale à la rupture correspond au dernier point de la courbe de traction, ce point-là ici. Donc voici le epsilon et ici c'est égal environ 78 kN. Donc on trouve le contrainte sigma ou bien R, cette force sur la section, et on trouve que l'énergie environ 0,5 donc mégajoules par mètre cube. Donc voilà la relation appliquée et donc on trouve que l'énergie W égale 1/2. Alors pour la dernière question, le coefficient de Poisson. Voilà la question, le coefficient de Poisson. Donc ici, normalement, ici le H. Donc lorsque le brevet était soumise à une force qui est égale à 40 kN et son diamètre était alors égal à 14,995 mm, on demande le coefficient de Poisson. Puisque, alors, comme vous sachez tout le monde, qu'on a déjà vu dans le cours, donc epsilon est égal moins la déformation d, epsilon d sur epsilon l.
Donc, epsilon d, c'est de delta d sur d0. Et ici, le delta d, c'est égal 0,005. Alors, on mesure le epsilon d, delta d sur d0, sur delta L sur L0. Alors, et la valeur est égale 40 fois 10 puissance 3 newton. Donc, le delta L qui est égal moins 0,005 et le delta L est égal 0,175. Donc, ici, le 40 kN. Excusez-moi, ici, le 40 kN, ici, ce point-là. Donc, on trouve le delta L ici, qui est égal environ 0,17 ou bien 18. On prend 0,175 mm. Donc, et on trouve, on fait le calcul, ce rapport, et on trouve normalement qui est égal environ 0,28, ou bien voilà la valeur de coefficient de Poisson sans unité qui est égal 0,285 le coefficient de Poisson. Alors, voici l'exercice. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter, de poser les questions par les réseaux sociaux ou bien par email, surtout par email, ou bien dans le YouTube. Si vous mettez cette vidéo dans le YouTube, vous pouvez poser vos questions. Alors, merci pour votre attention et à bientôt. Salam.